Hola, ¿qué tal? Bienvenue sur Escuchas las Palabras, l'émission qui décortique les chansons de vos chanteurs latinos préférés. Aujourd'hui, l'écoute. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo fait suite à une série de vidéos sur la musicalité. Je vous mets la vidéo précédente dans les fiches, en haut à droite. Allez la visionner si ce n'est pas déjà fait, et revenez pour la suite. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris à identifier la guía, el coro, el montuno, composé du refrain, du mambo, de la improvisation, du tumbao et de ce que j'appelle l'apothéose. Le final n'est pas une partie en soi, mais il m'a semblé intéressant d'en parler afin de bien terminer la danse. Nous savons donc comment identifier toutes ces parties et comment danser dessus. Je vais désormais vous parler de la structure de la salsa et vous indiquer comment toutes ces parties s'imbriquent ensemble pour former une chanson. Je vais vous proposer un schéma général qui va nous guider dans l'écoute d'une chanson. Une chanson commence par la guía, puis il y a el coro suivi du refrain, puis de nouveau el coro suivi encore par le refrain. Vous pourrez remarquer que le couple coro-refrain est toujours doublé. C'est une sorte de routine adoptée par toutes les chansons. Il y aura toujours le coro suivi du refrain, puis retour du coro suivi de nouveau par le refrain. C'est ensuite que vont survenir les autres parties. D'abord el mambo, puis généralement la improvisation et enfin l'apothéose. Le final venant conclure la chanson. Mais où est le tumbao? En fait, il n'y en a pas toujours dans une chanson, donc gardons-le de côté pour le moment. Vous aurez peut-être remarqué que je n'emploie pas le terme salsa, mais chanson. Car si comme Chris Martin, vous avez déjà commencé à écouter des chansons selon les principes que je vous ai présentés, vous pouvez constater que ce schéma ne s'applique pas uniquement qu'à la salsa. Mon conseil, gardez bien ce schéma en tête lorsque vous écouterez une nouvelle chanson. Ça pourra vous aider à identifier très rapidement les différentes parties de celle-ci. Maintenant, revenons à notre sujet, la salsa cubaine. Abre Que Voy, chanson que j'utilise comme exemple depuis le début de mes vidéos, est une chanson écrite par Miguel Enriquez qui n'a eu de cesse que de modifier sa chanson à plusieurs reprises. Rien que dans son album Sacara Sacara de 2004, il n'y a pas moins de 4 versions de Abre Que Voy. Et il se trouve que la version d'Abre Que Voy sur laquelle je suis tombé est en fait l'original. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre notre schéma et de l'appliquer sur Abre Que Voy. Et cette fois-ci, en indiquant bien le nombre de cycles par partie. La version que je vais utiliser est la version originale, avant 2004. Elle commence naturellement par la guía, composée de 8 cycles, découpés en groupes de 4. Et le voilà le tumbao, composé de 8 cycles également, dont le dernier sert de transition pour la prochaine partie. Prochaine partie qui n'est autre que le refrain. Et là vous me dites, stop Rico, là la chanson elle correspond plus à ton schéma général, celui que nous a présenté en début de vidéo. En effet, ça en donne l'impression, mais il faut comprendre les intentions de l'artiste. Premièrement, il a mis el tumbao après la guía, ce qui en termes de danse ne change pas de position, puisqu'on est toujours en position fermée. Pour rappel, el tumbao est la base rythmique de la salsa, donc ici l'artiste ne fait que vous la présenter. Et il en met une deuxième couche en rajoutant le refrain qui s'appuie sur cette base rythmique. D'ailleurs, si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez le piano qui joue exactement les mêmes notes que dans el tumbao. Au final, cela a-t-il remis en cause le schéma que je vous ai proposé? Vous allez voir que non. Cela a eu juste pour effet de rendre la chanson plus dynamique d'entrée de jeu. Et la suite n'est autre que el coro, toujours composé de 8 cycles, répartis en 2 groupes de 4, et le dernier cycle est celui de la transition. Comme vous pouvez le remarquer, je l'ai mis en vert afin que vous le repériez. Et donc, qui dit transition, dit nouvelle partie. Voici le refrain, composé de 8 cycles, répartis en 2 groupes de 4. Et là, on recolle avec le schéma que je vous ai fourni. Puisqu'une fois le refrain terminé, on reboucle avec el coro. En fait, pour être plus précis, on reboucle avec le couple el coro et le refrain, d'où le x2 sur le schéma. Ensuite, on passe au mambo, 8 cycles classiques répartis en 2 groupes de 4. On continue avec la improvisation, et là, il va durer 16 cycles, 2 groupes de 8. Sur le dernier cycle de la improvisation, on trouve la transition. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a la transition, on change de façon de danser. Sur el tumbao, nous étions en position fermée, et la transition nous indique qu'il faut passer en position ouverte sur le refrain. Sur el coro, on est également en position fermée, et dès que la transition arrive, c'est pour nous indiquer qu'il faut passer en position ouverte. Et sur la improvisation, là nous sommes en rumba, et la transition nous indique qu'il faut changer de position et reprendre la position ouverte. Et la dernière partie est l'apothéose. Ici, elle dure 16 cycles, jusqu'au final.
Vous remarquerez que sur le mambo, il n'y a pas de transition pour vous dire de passer en rumba. Dans la mesure où le mambo est une répétition du premier groupe de 4, il n'y a pas de transition. Mais ce n'est pas une règle absolue, comme nous le verrons plus tard. Mais avant tout, finissons-en avec Abreke Boy. Quelle différence y a-t-il entre cette version et la nouvelle version de 2004? Je vais vous la montrer. La première différence se situe au niveau du tumbao. L'artiste a ajouté 4 cycles supplémentaires où les choristes tapent le rythme de la clavé à la main. Et la deuxième différence se situe au niveau de l'improvisation où ici, l'artiste a ajouté 16 cycles supplémentaires. Et oui, maintenant il a un orchestre plus important qu'il faut bien présenter en intégralité. Vous voyez qu'au final, le schéma que je vous ai proposé est globalement respecté. Certes ici, il y a eu 2 ajouts, el tumbao et le refrain en tout début de chanson, mais sans doute dans l'esprit de dynamiser encore plus cette chanson. Et par la suite, il a allongé la durée de 2 parties, mais ça ne remet pas en cause en fait le schéma que je vous ai proposé. À partir du moment où vous avez ce schéma en tête, nous allons pouvoir passer à l'écoute. Je n'ai pas l'habitude de donner des devoirs à mes élèves après le cours, mais pour la musicalité, vous allez devoir travailler à la maison. Vous ne pourrez progresser dans ce domaine qu'en fournissant un travail personnel. Alors un travail, c'est vite dit, ce sera tout de même un travail bien agréable, puisqu'il vous faudra écouter de la musique. Mais cette fois, ce sera avec l'oreille de la musicalité. Je vais vous proposer quelques petits exercices pour exercer votre oreille. Mais avant tout, posez-vous, éventuellement mettez un casque sur vos oreilles pour vous isoler et surtout, mieux écouter les instruments de musique. Oui, repérez le refrain. Alors, ça a l'air facile, mais c'est justement parce que c'est facile à repérer que vous pourrez ensuite, grâce à la différence de tonalité entre le refrain par exemple et le coro, que vous pourrez les distinguer plus nettement. Et ce n'est pas toujours évident, car il se trouve que dans certaines chansons, le chanteur interprète le refrain avec la même tonalité et la même intensité qu'il a mis dans el coro. Dans ce cas, que faire? Eh bien, vous devez écouter les instruments de musique. La plupart du temps, dans un refrain, vous allez entendre la campana, instrument de musique qu'on ne retrouvera pas dans el coro, car l'intensité musicale est censée baisser. Une autre astuce, récupérez les paroles de la chanson. Vous allez voir qu'elles seront présentées par groupe de 4. Parfois même, vous aurez la mention chorus ou refrain. Et donc, vous pourrez plus facilement repérer le refrain des couplets. Dans les paroles d'Abreke Boy, on voit bien que les paroles sont scindées en groupe de 4. Mais vous allez me dire, sauf le premier. Alors qu'en fait, si. Il se trouve que dans ce premier groupe, le chanteur ne dit rien au premier cycle et rien au quatrième. Alors je vous rassure, il n'est pas obligé d'apprendre à parler l'espagnol, même si ça peut aider. Selon l'artiste, ou éventuellement la qualité de l'enregistrement, le mambo peut être soit tonitruant, soit en sourdine. Ici l'exercice est de repérer le mambo. Pour rappel, le mambo est une partie jouée par les trompettes sur 4 cycles et qui est répétée à l'exactitude une seconde fois. Il peut être parfois difficile de le repérer car le chanteur va chanter par-dessus le mambo quelques phrases de ci de là et comme notre attention est portée sur le chanteur, on ne repère pas le mambo de prime abord. Les percussions forment le squelette de la chanson, donc la plupart du temps, on sent les percussions sans vraiment les entendre. Lorsque la improvisation commence, il n'y a plus que des percussions. Tous les autres instruments se sont tus. Parfois, l'improvisation sera accompagnée d'une sorte de chant limite tribal. Essayez alors de familiariser votre oreille en écoutant de la rumba cubana, tout simplement. C'est sans doute l'exercice le plus compliqué, car il faut être extrêmement attentif pour repérer les nouveaux instruments qui viennent se rajouter sur le dernier cycle d'une partie. Elle peut être parfois très facile à repérer, mais d'autres fois tellement rapide qu'on n'y a pas forcément prêté attention. Soyez très attentifs. D'autant plus que c'est une partie qui est très courte. Elle ne dure qu'un cycle, voire même quelques temps. La transition est généralement jouée par les percussions. Nous avons une botte secrète, nous savons à quel moment la transition va être jouée. C'est systématiquement à la fin de el coro, del tumbao ou de la improvisation. Si vous vous rappelez bien tout à l'heure, en début de vidéo, je ne parlais pas de salsa, mais de chanson. Pourquoi cela? Car le schéma que je vous ai donné, pour la salsa donc, peut s'appliquer sur n'importe quelle chanson. Que ce soit de la bachata, de la kizomba, ou tout simplement de la dernière chanson pop que vous pouvez entendre à la radio. Certes, les termes que j'emploie sont en espagnol, mais remplacez la guilla par introduction, el mambo par solo de guitare, etc., etc. Et vous trouverez exactement la même structure musicale entre une salsa et un autre type de chanson. Allez-y, faites le test. Prenez une chanson en français par exemple, que vous connaissez bien, et écoutez-la. Et vous verrez que effectivement, vous retrouverez les principes que je vous expliquais dans cette série de vidéos. Nous avons donc vu, à l'occasion de ces 6 vidéos, comment identifier les parties composant une salsa et comment danser dessus. Mais est-ce tout?
Eh bien non, je vous propose une dernière vidéo pour vous apprendre à jouer avec la musique.